Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2023. Alors normalement, techniquement, au mois de septembre, on peut commencer à dire qu'on a fini les vacances, que le mois d'août est terminé, ça c'est sûr, et que globalement, les gens commencent à revenir un peu au bureau. Quand vous regardez un petit peu l'historique, on sait très bien qu'avant le 15 septembre, c'est jamais vraiment le vrai retour parce qu'on a toujours un petit peu ce mood du « est-ce que je suis vraiment revenu ? Est-ce que c'est vraiment terminé ?» Et puis qu'en même temps, on regarde, il fait toujours 30 degrés dehors, donc on se dit « je vois pas pourquoi j'irais mettre un costard et une cravate pour retourner au bureau ». Donc, du coup, les vacances sont encore un petit peu là et ça se ressent quand même sur les marchés. Quand vous regardez les performances des indices ces derniers jours, on sent vraiment que on est soit pas très motivé, soit on n'arrive pas vraiment à trouver la direction qu'on doit prendre dans les marchés. Et on peut le comprendre, parce que finalement, quand vous voyez un petit peu la quantité de nouvelles qu'on a en ce moment sur les indices, et pire, sur les sociétés individuelles, eh bien, il y a à boire et à manger, et finalement, c'est très difficile de réussir à prendre une direction. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on est au milieu de nulle part, j'ai envie de dire. Les indices, ils sont pas au plus haut, ils ont de la peine à aller plus haut, mais en même temps, ils veulent pas non plus baisser. Quand vous regardez les niveaux de la volatilité, les niveaux du put-call ratio, on voit clairement que les investisseurs, ils n'ont pas peur. Ils sont positionnés, ils sont engagés ou pas engagés, mais en tous les cas, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de nécessité de se protéger, d'acheter des puts, d'acheter de la volatilité. Les gens sont tranquilles. Et ils sont tranquilles parce que principalement, on voit que les nouvelles qui sortent petit à petit, que ce soit au niveau de la macro ou que ce soit au niveau des déclarations des banquiers centraux, vont vraiment en direction d'une non-hausse des taux ces prochains mois. On en a déjà parlé hier. Ça va bien se passer, la Fed n'aura plus besoin de monter les taux avant la fin de l'année en tous les cas, et puis si ça se trouve, si tout va bien dans le meilleur des mondes, et si on est vraiment dans un scénario hollywoodien, pour autant qu'ils trouvent un moyen de régler définitivement cette grève, on devrait pouvoir commencer à parler de baisse des taux en 2024. Pas trop tôt, mais on devrait pouvoir commencer à en parler. Hier encore, on a eu la déclaration de M. Waller. M. Waller est un membre de la Fed, un membre de la Fed qui vote, et qui est venu dire que selon lui, a priori, par rapport à ce qu'il a comme indication aujourd'hui au présent, eh bien, il se pourrait éventuellement peut-être que la Fed n'ait pas besoin, ou plus besoin, de monter les taux. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle qui permettait au marché de respirer. Pas de monter, mais de respirer. Donc on avait un certain confort respiratoire, on était assez à l'aise par rapport à ce qui se passait, et on se disait que fondamentalement, pas grand-chose pouvait nous arriver. Et puis par-dessus cette bonne nouvelle, eh bien, on a eu le stratégiste de Goldman Sachs qui est revenu faire du fine-tuning sur les potentielles chances de voir une récession en 2024. Alors vous savez comment ça marche, un stratégiste. Le gars, il a une formule mathématique qui est basée sur EMC carré, qui est basée sur plein de bouquins de mathématiques que personne comprend. Il met des chiffres dedans et à la fin, ça lui crache un chiffre de probabilité. Jusqu'à il y a quelques semaines, Goldman Sachs était intimement convaincu que le nombre de chances, la probabilité de voir une récession dans les 12 mois, se réduisait à 20%. 20%, c'est une chance sur 5 finalement qu'on ait une récession. Ça va, c'est absolument gérable dans l'absolu aujourd'hui, sans compter que les banques centrales sont nos amis et donc a priori ils vont tout faire pour que ça ne se produise pas. Donc ça allait. Sauf que là, hier, il a fait du fine-tuning. Alors je ne sais pas comment marche leur formule mathématique, mais le gars, il a réussi à améliorer ses prévisions de 5%. Avant, c'était 20% de chance d'avoir une récession. Aujourd'hui, on est à 15%. Les gars, ils sont hyper balèzes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas arrivés à 16,3 ou 14,2. Non, c'est 15. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est par tranche de 5. Visiblement, on n'arrive pas à tomber sur des chiffres non ronds. C'est que des chiffres ronds et qui finissent soit par 5, soit par 0. Donc, pour l'instant, Goldman Sachs nous a fait une annonce là aussi rassurante. Là aussi, qui nous permettait de respirer, une annonce qui nous disait qu'il n'y avait que 15% de chance de voir arriver une récession dans les 12 mois à venir. Alors, il n'a pas parlé de ce qui pourrait se produire après, après les 12 mois. Peut-être qu'après 12 mois et 15 jours, bam, là, on a 85% de chance d'avoir une récession. Ça, il ne l'a pas dit. Mais enfin, pour l'instant, les 12 prochains mois, on est tranquille. A priori, la chance qu'on ait une récession, ça serait vraiment pas de bol si on s'en prenait une dans les dents. Le seul problème au milieu de tout ça, c'est qu'hier, eh bien, il nous est arrivé un truc auquel on ne s'y attendait pas. C'est les Saoudiens et les Russes qui ont exprimé leur envie de continuer à couper la production pétrolière jusqu'à la fin de l'année. Alors souvenez-vous, là aussi, il y a quelques temps, les Russes et les Saoudiens sont venus expliquer avec plein de raisons et plein de justifications qu'ils étaient obligés de couper la production pétrolière parce qu'ils ont besoin de maintenir le prix du baril relativement haut. Les Saoudiens, c'est parce qu'ils doivent payer les salaires de Neymar
Cristiano Ronaldo. Et puis les Russes, c'est parce qu'ils ont juste envie de faire chier le monde, parce que c'est ce qu'ils font en ce moment le mieux. Et vu que tout le monde les déteste, eh bien ils rendent simplement la monnaie de la pièce du berger à la bergère, on va dire ça comme ça. Et résultat, eh bien ils ont annoncé hier qu'ils allaient quand même continuer à garder les prix hauts en coupant la production. Ça devait s'arrêter à cette fin d'été, mais finalement ils vont quand même continuer un petit peu parce que 3 mois de plus à encaisser pas mal de pognon, eh bien c'est toujours agréable, ça permet de commander les nouveaux modèles de voitures de sport qui vont arriver pour 2024. Donc du coup, eh bien forcément cette réaction, ça a fait quoi? Eh ben le pétrole, il a fait poup à la hausse, et le baril est remonté, et puis donc techniquement on avait déjà cassé sur le WTI, et on continue de monter, on est à 86 3/4 ce matin, et quand vous regardez le Brent, alors lui il a aussi cassé, mais lui il continue d'aller beaucoup plus haut, et il pourrait même aller encore un peu plus haut. Donc on a vraiment l'impression que là tout d'un coup, les résistances qui se dessinaient sur le baril sont en train de céder. Clairement sur le WTI, on a un target technique à 93 $. On peut supposer qu'on va aller les chercher en tous les cas. Et le problème, c'est que si aujourd'hui on fait 86 3/4, 93, donc c'est-à-dire grosso modo 6 $ de hausse, on va parler de récession. On va parler d'inflation. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on a envie d'entendre en ce moment. Pourtant, il va falloir quand même y penser et y aborder de temps en temps. Je l'ai déjà parlé plusieurs fois de cette hausse du pétrole, on va dire en loose day discrète, et qui continue de monter, mais là ça commence à se voir, hein. Ça commence à se voir parce que suivant où vous faites le plein, on est nettement au-dessus des 2 € ou des 2 francs suisses le litre, donc on arrive à des niveaux qui sont un tout petit peu problématiques, ça va commencer à se ressentir. On arrive sur l'hiver, et puis l'hiver, c'est pas une période qui est connue pour une période où on utilise moins de pétrole, parce que forcément, il va faire froid, il faut chauffer. On va se rendre compte que d'habitude, par saisonnalité, à la fin de l'année, vers la période décembre, janvier, eh bien, il commence à neiger. Et quand il neige, il fait plus froid, et quand il fait plus froid, il faut chauffer. Et quand il faut chauffer, comme on ne fait pas en tout encore à l'éolien ou au solaire, eh bien, il faut aussi consommer du pétrole. Donc, ça va pas forcément aider le prix du baril, qui pourrait éventuellement continuer à monter. Et donc, devenir une problématique inflationniste. Et ça, on n'aime pas. Alors ça n'a pas fait cracher le marché hier, puisque le marché s'est redégonflé gentiment, et quand on regarde les performances des indices hier, c'est absolument pathétique, hein, parce que vous avez la France et l'Allemagne qui perdent 0,34%, vous avez les États-Unis qui perdent 0,42% sur le S&P 500, vous avez le Dow Jones qui perd 0,56% et le Nasdaq qui perd 0,08%. C'est pas non plus un crash, c'est pas non plus une panique, mais panique il n'y a pas. La preuve encore, la volatilité est tellement faible que personne ne se protège. Quand même un truc qu'il faut noter, c'est qu'on essaye quand même de chauffer un peu les gens avec des grands termes. Ouh, le Dow Jones a perdu 200 points. Et hier, j'étais à l'extérieur et je recevais des messages « Attention, le Dow Jones perd 200 points ». Et je me disais, sans trop réfléchir, je me disais « Mais ça sent la panique ». Puis quand j'arrive devant mes écrans, je regarde qu'il ne se passe pas grand-chose. Le Dow Jones perd 1,5%. Oui, c'est vrai parce qu'on avait oublié un 34 500 sur le Dow quand vous perdez 200 points. Bah ça fait 0,56%, ça fait pas 56%. On a un peu l'impression que certains journalistes ou certains médias sont restés bloqués en 1987 quand vous aviez le Dow Jones qui valait 1000. Alors là, 200 points de baisse sur un indice qui vaut 1000, oui, ça fait cher, ça fait très très cher, ça fait le crash de 87 en gros. Mais là, aujourd'hui, les 200 points qu'on perd hier sur le Dow Jones, c'est de loin pas un crash. Pour faire un crash comme on a vécu en 87, il faudrait au bas mot que le marché perde, je ne sais pas, 7000, 8000 points sur le Dow Jones pour que ça vaille la peine de m'envoyer un tweet pour dire « Attention, le Dow Jones perd 8000 points ». Bref, aujourd'hui, on essaye de créer un peu d'engouement sur les marchés, mais là, franchement, c'est super calme, super pénible. On va de chiffre en chiffre, hein. Hier, on paniquait sur les chiffres du PMI chinois qui n'étaient pas bons. Aujourd'hui, on va avoir des chiffres du PMI aux États-Unis, ainsi que l'ISM, ainsi que le Benchmark. Et puis on regarde aussi ce que vont nous dire les banquiers centraux. On vit un petit peu de ces nouvelles, jour après jour. Mais fondamentalement, on parle plus de grand-chose. Et c'est devenu vraiment un concentré de macro pour essayer de trouver une direction. Et en même temps, vous avez toujours une nouvelle qui vient dire le contraire de l'autre, ce qui fait que finalement, on ne fait pas grand-chose. Et on a l'impression qu'on est toujours en été. Bon, d'ailleurs, techniquement, on est toujours en été, puisque jusqu'au 21 septembre, on est en été. Après, si on doit parler des quelques actions individuelles, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, mais la première chose et la seule chose dont on parle vraiment aujourd'hui, c'est principalement l'IPO de ARM. Alors, ARM va arriver en IPO ces prochains temps. Ils ont plus ou moins estimé le prix à laquelle elle sera pricée, c'est 52 milliards de valorisation boursière. L'IPO devrait se faire d'ici une dizaine de jours, donc on va beaucoup en parler ces prochains temps. Mais ce qui est surtout intéressant à retenir sur ARM, c'est que finalement,
Il y a beaucoup de monde qui est en train de tourner autour de ARM Holding. ARM Holding est une société qui avait été rachetée par le fonds japonais SoftBank et derrière, il avait payé 32 milliards et aujourd'hui, il cherche à le revendre 52 milliards. Mais vous avez quand même pas mal de requins. What happened last time? Qui sont en train de tourner autour depuis un bon moment, puisque certains voulaient déjà racheter ARM avant qu'elle revienne en IPO, et c'est certains, c'est Google, ou c'est Microsoft, ou c'est Nvidia qui sont en train de leur tourner autour. Donc inévitablement, le jour où elle va venir en IPO, ça risque d'être un peu chaud patate, parce qu'il y a pas mal de gens qui risqueront peut-être de vouloir carrément la retirer de nouveau de la cote dans les 3 semaines qui suivent. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler ces prochains temps. Je voudrais encore signaler une chose. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'UBS, comme quoi eh bien, c'était formidable, parce qu'ils avaient fait un bénéfice exceptionnel, parce qu'ils avaient racheté le Crédit Suisse à la casse, et puis que c'était super, puis que maintenant ils vont virer un maximum d'employés du Crédit Suisse. Par contre, je regardais un chart, je regardais simplement le chart de l'UBS, et j'en ai parlé avec mon ami James du SAMT à Zurich. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait sur le blog SAMT à Zurich ou bien sur TradingView. Vous verrez directement sur James SAMT. Eh bien, on a regardé un petit peu le graphique de l'UBS aujourd'hui. Et puis, finalement, on a quand même l'impression qu'on est gentiment en train de faire un top et qu'à un moment donné, le titre pourrait quand même revenir. On connaît tous le vieil adage que les arbres ne montent pas au ciel. Et peut-être que là, les arbres qui soutiennent l'UBS sont en train peut-être de se fatiguer un tout petit peu. Il y aura peut-être un truc à jouer à la baisse ces prochains temps sur l'UBS. Donc n'oubliez pas de surveiller ce que fait le titre parce que finalement, on pourrait avoir des mauvaises surprises quand même une fois. Et si le marché venait à lâcher ces prochains temps, avoir quelques prises de bénéfices dans les mauvaises périodes que l'on est en train de traverser, septembre-octobre, bien peut-être que ceux qui ont envie de jouer la baisse, l'UBS sera peut-être un bon candidat. Par contre, n'oubliez pas que techniquement sur le graphique, si on casse les 26 à la hausse, il ne faut pas s'entêter et pas rester short trop longtemps non plus. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Une longue histoire pour finalement se retrouver au même niveau qu'on était il y a 12 minutes en arrière. Il ne se passe pas grand-chose, c'est très calme et on cherche des preuves. On est en train de jouer au Sherlock Holmes pour savoir si on doit favoriser le fait que l'inflation est sous contrôle et qu'on ne montera plus jamais les taux, ou bien s'inquiéter du fait que l'inflation pourrait repartir à la hausse. Tout ça parce qu'il faut payer le salaire de Monsieur Neymar, qui d'ailleurs est tout le temps blessé. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, comme d'habitude, et à me retrouver demain matin pour une nouvelle vidéo, malgré que demain, à Genève, c'est le jeune Genevois, puis qu'on mangera la tarte aux prunes, j'aimerais quand même vous faire un signe de la main pour voir ce qu'il en est au niveau des marchés financiers et ce qui s'est passé durant la journée, cette journée du mercredi 6 septembre. Passez une excellente journée, soyez forts et à demain. Bye bye.